Dans le système solaire, les planètes sont visibles à l'œil nu dans le ciel nocturne. Sauf pour les deux dernières. Celles qui sont au fond de la classe, assez discrètes et lointaines, je parle bien entendu, d'Uranus et de Neptune. Uranus peut être partiellement visible dans des conditions optimales, mais c'est pas toujours le cas. Pourtant, son albédo, c'est-à-dire la quantité de lumière que son atmosphère reflète, est l'un des plus élevés du système solaire entier avec Jupiter. Mais albédo ou pas, pour ce qui est de Neptune, à plus de 4 milliards de kilomètres de la Terre, sa magnitude est juste trop faible pour être visible. Vous pouvez avoir les meilleures conditions d'observation du monde, vous n'observerez jamais Neptune à l'œil nu dans le ciel. Et pour résoudre ce problème, il faut vous équiper d'un bon télescope. C'est aussi pour cette raison qu'elle a été découverte aussi tardivement dans l'histoire de l'astronomie et par le calcul, pas d'abord par observation directe. Mais en observant ces deux astres, on se rend compte de quelque chose de très étrange. Déjà, Uranus semble changer de couleur au fil des décennies. Les astronomes ne l'observent pas sous les mêmes teintes. Et ça, c'est à cause de son orbite. Elle met 84 années terrestres à faire un tour complet autour du Soleil. Pendant les solstices, la planète tend légèrement vers le verdâtre, alors que pendant les équinoxes, elle a plutôt sa teinte habituelle, donc une teinte bleutée, plutôt du cyan, assez clair et lumineux. Quant à Neptune, il y a une grosse différence entre les images les plus connues de la planète et ce qu'observent réellement les astronomes. Capturer la géante gazeuse la plus lointaine du système solaire au télescope, on sait faire, y compris les télescopes spatiaux. Mais au travers de celui d'un amateur, la couleur de Neptune semble dénaturée. Et c'est pas vraiment un secret en fait. Enfin, du moins dans le milieu de l'astronomie. Il est connu que Neptune n'a pas la même teinte de couleur entre les images que l'on a vraiment d'elle, en tout cas les images rapprochées lors des sondes qui ont effectué des survols, et les images que l'on peut avoir depuis un télescope sur Terre. Mais alors, pourquoi ? Pourquoi un tel décalage ? Est-ce que les instruments sont défectueux ? Ou bien est-ce que les agences spatiales, notamment la NASA, nous auraient menti ? Oui. Vous me posez la question, je vous réponds. Enfin non, je me suis auto-posé la question. Mais bon, c'est pas très grave en fait. Ils ont pas vraiment menti, c'est plutôt un concours de circonstances assez étrange. Ok, on va arrêter l'introduction mystérieuse, ténébreuse, il n'y a pas de complot interplanétaire ici. Tout est explicable rationnellement et c'est même plutôt amusant parce que ça remet en question pas mal de choses. Bon, déjà Uranus. Si sa couleur paraît aussi froide et pâle, c'est parce que son atmosphère et ses couches extérieures, celles que l'on voit le plus depuis l'espace, contiennent du méthane. Bon, pas beaucoup, 2% de sa composition chimique. C'est pas énorme non plus, mais c'est suffisant pour faire son effet. Ce gaz a comme propriété d'absorber la lumière visible avec des fréquences plus faibles, comme le jaune, l'orange ou les teintes de rouge. Et comme ce pan du spectre électromagnétique est absorbé, il n'en ressort que du cyan ou un tout petit peu de vert. Mais si sa couleur de surface change au fil des ans, c'est surtout à cause de son orbite et de l'inclinaison de son axe. Uranus est incliné à presque 90 degrés, ce qui fait que les pôles se situent normalement à l'équateur et l'équateur au pôle. C'est pour ça qu'on dit qu'elle roule littéralement sur son orbite. Ce que l'on voit d'Uranus en premier lieu devant nous, basé sur le plan de l'écliptique, c'est avant tout soit son pôle nord, soit son pôle sud. Les régions équatoriales, donc qui tournent dans ce sens par rapport au plan de l'écliptique, ont un cycle jour-nuit plutôt classique. 17 heures. Ça correspond simplement à la période de rotation d'Uranus, le temps qu'elle met pour tourner sur elle-même. Et donc, on a 8h30 de jour et 8h30 de nuit. Mais pas pour les pôles. Là, c'est différent. Et quand je dis les pôles, je parle pas des épaules. T'as compris, c'est très drôle. Si vous vous trouvez sur l'un des pôles de la planète, vous avez devant vous 42 années terrestres d'exposition permanente au Soleil, suivi de 42 ans d'obscurité dans l'ombre de la planète. Le cycle jour-nuit ne dure pas 17 heures, mais 84 ans. C'est très long. Et on s'est rendu compte que les pôles possèdent moitié moins de méthane qu'à l'équateur. Et comme ce gaz absorbe la lumière rouge, les teintes sont un peu plus verdâtres, contrairement à l'équateur qui ne laisse passer que du cyan très clair. Maintenant, pour Neptune, c'est un peu plus compliqué. Aucune sonde n'a été spécifiquement calibrée pour observer ou survoler une des deux planètes. En revanche, il y en a une qui a fait le travail pour les deux.
C'était pas ses objectifs principaux, mais secondaires. Les principaux, c'était avant tout Jupiter et Saturne, mais il s'avère que Uranus et Neptune a été finalement aussi important que le reste. Je parle de Voyager 2, probablement la sonde la plus connue du monde. Et elle a survolé Uranus le 24 janvier 1986 et Neptune le 25 août 1989. Et c'est tout. Toutes les images rapprochées de ces deux planètes ont été capturées par le même engin à 2 jours différents espacés de 3 ans et demi. Si Bison Futé ne semble pas détecter un trafic chargé sur la route vers Uranus et Neptune, c'est parce qu'elles sont lointaines, difficiles d'accès, que l'on ne peut pas s'y rendre n'importe quand à cause de la dynamique des orbites. Et pourtant, ça se joue à pas grand-chose. Au début des années 2000, la NASA termine la production de New Horizons, avec une deadline de lancement de 2006 maximum. Bon, finalement, ils parviendront à la lancer en août 2006. Et si New Horizons est aujourd'hui mondialement célèbre pour son survol exceptionnel et unique de la planète Pluton le 14 juillet 2015, ou plutôt une planète naine, elle a failli avoir une petite sœur. La NASA avait évoqué dès 2002 New Horizons 2. New Horizons 2, le retour. Sont pas très bons pour trouver des noms, hein. Et qui aurait dû survoler spécifiquement Uranus en passant par Jupiter. Mais le projet n'a finalement jamais abouti. Aujourd'hui, c'est la Chine qui veut aller sur Neptune cette fois-ci. Et si un tel projet se réalise, il n'y aura pas de lancement avant 2030 pour un survol estimé vers 2040. La NASA, quant à elle, prévoit le lancement de sa sonde Polar Orbiter and Probe d'ici 2031 pour un survol d'Uranus cette fois-ci, pour 2044. Donc bon, c'est pas pour tout de suite, et en attendant, les seules images rapprochées de survol de planètes que l'on a, c'est Voyager 2 il y a 35 ans. Et comme il est de la responsabilité de la NASA d'avoir ces images, elle nous montre ce qu'elle veut bien nous montrer. Dit comme ça paraît un peu péjoratif, mais en vrai non, c'est juste une question de convention humaine. Sachez que chaque image qui sort dans la presse a été retravaillée avant, même si c'est en lumière visible, histoire que ce soit présentable et beau. Et puis il faut aussi les trier sur le volet, les images. Genre, imaginez un instant. On a des super nouvelles photos d'Apollo 11. Ouais, vas-y, montre. Ah ouais, c'est intéressant. C'est moche. Le truc, c'est que quand les ingénieurs de la NASA ont reçu la quantité faramineuse de données que Voyager 2 avait envoyées de Neptune en fin 89, les rendus étaient magnifiques, mais sacrément décolorés. Un peu comme un cinéaste qui filmerait en format log, donc avec une plage dynamique totalement dénaturée, désaturée, pour que lui-même choisisse sa colorimétrie. Ils ont donc combiné des images composites pour avoir un rendu le plus fidèle possible à la réalité. Problème, ce coloriage a ouvertement saturé la teinte bleue de Neptune. Et du coup, ce code couleur, il est resté. Il faut savoir que toutes les planètes ont un code couleur qui leur a été arbitrairement attitré et qui a grandement influencé la culture populaire, comme les bouquins d'éducation. Je déconne pas, ce code couleur est partout. C'est bien que c'est comme ça que l'on reconnaît les planètes dans les médias. Le Soleil c'est jaune et rouge, Mercure c'est gris, Vénus c'est orange, la Terre a plusieurs teintes de bleu et le vert pour les forêts, Mars c'est rouge orangé et blanc pour les pôles, Jupiter c'est beige, marron et rouge, Saturne c'est les teintes de beige et orange, Uranus c'est cyan et clair, et Neptune c'est bleu. Du bon bleu, bien saturé comme on aime. Sauf que ce n'est pas une représentation fidèle que l'on a en lumière visible. Dommage, parce que moi j'aime bien le bleu. Et ça, les astronomes au sol, ils le voient bien, ça n'a jamais été un véritable secret en fait. Ce code couleur est tellement influent que si, par exemple, je vous montre cette image, vous allez instantanément vous poser des questions. Vous reconnaissez cette planète, c'est Jupiter, mais quelque chose cloche parce qu'elle n'est pas montrée avec de la lumière visible pour nos yeux. C'est une image de calibration du télescope James Webb, l'une des premières qu'il a prise en juillet 2022 d'ailleurs, mais sous le spectre des infrarouges de sa caméra NIRCam et sous 3 filtres, le jaune, le vert et le cyan. Et automatiquement, vous savez que c'est Jupiter, mais vous savez aussi que ce n'est pas ce qu'on voit en lumière visible, qu'il y a quelque chose qui cloche. Et comme les infrarouges sont invisibles pour nous et pour nos yeux, on adapte les données avec un code couleur totalement arbitraire, juste pour que ça fasse joli. Et moi je trouve ça joli. Voilà, c'est le beau, le vrai, voilà.
C'est comme les caméras infrarouges. Le code couleur est totalement arbitraire avec le rouge qui est attribué à la chaleur et le bleu au froid. C'est ironique quand on sait que c'est l'inverse dans la nature. Le feu, intrinsèquement lié à la vie carbonée, et le plasma, lié notamment à la fusion nucléaire des étoiles, c'est le bleu qui prime. Les étoiles bleues, voire blanches, sont les plus chaudes qui existent. Bref, pour revenir à Jupiter, vous savez que ce que vous voyez, ça n'est pas la réalité pour vos yeux, parce que vous êtes habitué depuis toujours à regarder Jupiter comme ça. Et ça, c'est encore plus le beau. Voilà, Jupiter, c'est le beau. Voilà, c'est comme ça que j'ai décidé. Sauf que ce sens critique n'est jamais activé lorsque l'on regarde les photos de Neptune. Du moins pour l'ultra-majorité des gens qui mettent pas forcément leur œil dans un télescope pour regarder Neptune. Parce que le code couleur ultra saturé du traitement de Voyager 2 est devenu la norme partout. Une étude menée par Patrick Irwin et publiée dans la Royal Astronomical Society en septembre 2023, ce qui est très récent, a tenté de montrer la couleur de Neptune le plus fidèlement possible. On ne va pas tout lire parce que c'est très long et le lien de l'étude est de toute façon dans la description de la vidéo. Mais pour résumer, ils ont utilisé les données des spectrographes du télescope spatial Hubble et du VLT au Chili afin de générer des images bien moins saturées que ce que l'on a l'habitude de voir. Et ouais, parce que l'atmosphère de Neptune est chimiquement quasiment la même que celle d'Uranus, donc il ne devrait pas y avoir de grosses différences. Le résultat est assez bluffant, si bien que la première fois que j'ai vu ces images, j'ai juste cru que l'on avait désaturé Neptune de l'image originelle de la NASA. Mais non, ce sont bien de nouvelles images basées sur une spectrographie différente de celle des instruments de Voyager 2. Du coup, ça nous obligera peut-être à réévaluer le code couleur utilisé absolument partout. Ou pas. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, partager mon travail, mettre un petit pouce bleu, un commentaire, activer la cloche et regarder les autres vidéos. À la prochaine!